Hello Christopher, comment tu vas ? Très bien. Salut Pauline. On est ensemble à nouveau pour la partie 3 de cette série sur mon père, une vie de secrets et de mensonges. Il y a 3 paquets de bonbons devant nous pour tenir la durée, donc si vous entendez des petits bruits de bouche, je m'en excuse d'avance. La tentation que tu me mets là juste devant, bah, c'est elle est trop forte, bien sûr. Mais c'est sans gluten, donc finalement... Sans gluten, ah ouais, dis donc, ok. Bah tu vois, je vais les finir. Bon bah alors voilà. Je rigole, mais on va quand même reparler d'un sujet qui est pas très joyeux. Je suis à Paris donc depuis quelques années. Avec mon père, on s'entend extrêmement bien. On l'a entendu dans l'épisode précédent. Il m'a fait des petites phases où tout d'un coup il disparaissait, etc. Mais ça fait des années que mon père est vraiment carrément devenu mon meilleur ami. On s'appelle tous les jours, on s'envoie des messages tous les jours, on rigole énormément. On se voit plusieurs soirs par semaine, on fait du sport ensemble. Enfin, il a une vie qui est extrêmement... En tout cas, il a une place dans ma vie qui est extrêmement forte. Et c'est quelqu'un que j'adore malgré toutes ses fêlures, bon, que j'ai appris à accepter avec le temps, tu vois. Et puis, un jour, je sais plus si... Je crois que je l'ai au téléphone, ça fait 2 mois qu'il tousse beaucoup et qu'il prend des pastilles en permanence. 2 mois, c'est long. Et j'arrête pas de lui dire, va voir un médecin, mais tu l'as compris, c'est pas quelque chose qu'il fait, tu sais, il a quasiment plus de dents. Voilà, le corps médical, c'est une phobie pour lui, comme pour d'autres, ce serait une phobie administrative. Spoiler alerte, mon père avait les deux. Et donc, il repousse cette échéance. Je pense aussi qu'il a l'instinct que ça va pas le faire. Mon père a fumé toute sa vie et ça ne rate pas, il va chez le médecin et on lui dit que c'est un cancer. Je me rappelle juste qu'il me l'ait dit au téléphone en mode on s'en doutait, voilà ce qui se passe, mais je vais me battre, et il donne vraiment tout. Il est impressionnant de ténacité et de force. Les traitements sont tellement lourds pour ce type de cancer que son médecin lui a même dit c'est vraiment impressionnant d'arriver sans s'arrêter à faire tout le processus de chimio et etc. Il y a beaucoup de gens qui demandent des pauses. Je pleure. Quels sont les effets secondaires? Extrême fatigue? Non, c'est pire que ça, le pauvre. Ouais. Il avait des pustules blanches qui lui sont apparues sur le visage. Ça a transformé son visage. Il a peu perdu ses cheveux, il gardait encore ses cheveux, mais c'est vraiment... Je me rappelle de ces pustules et ça te brise le cœur parce que vraiment c'est super humiliant, tu vois, de se voir comme ça, autant rapetissé, puis avec quelque chose qui est assez effrayant à regarder. Et moi, je le regarde avec vachement de tendresse et d'amour. Et à la fois, c'est très perturbant de voir le visage de son père comme ça. Mais on fait un peu comme si de rien, tu vois. Voilà, on continue nos séances de sport ensemble. Il est mais ultra battant. Vraiment, il m'impressionne beaucoup. Et je me rappelle juste, la première fois où on s'est revus après l'annonce de son cancer par téléphone, on se voit en vrai et je verse une larme. On va faire même du sport, tu vois. Et je verse une larme et il me tape dans le dos, mais comme un bonhomme, et il dit « Oh, dis, c'est moi qui devrais pleurer, alors on pleure pas. » Et vraiment, j'ai ravalé mes larmes et je n'ai plus jamais pleuré durant tout son cancer qui a duré à peu près, je dirais en tout 1 an, un truc comme ça, peut-être un peu moins. J'ai carrément anesthésié mes émotions. Ce qui m'arrive pas, je suis quelqu'un d'hypersensible, je chiale pour un rien. Bon, alors, si j'ai un mec qui m'a largué, c'est la fin c'est la fin des temps et on le comprend vu mon enfance et mon adolescence. Mais là, je n'ai pas pleuré une seule fois. Ça dit beaucoup de l'emprise qu'il pouvait avoir sur toi. Emprise pas forcément au sens négatif, mais au sens plutôt influence psychologique. Tu vois, le fait que ce soit... que c'est été radical, tu vois, pour toi de ce geste qui a marqué la fin de tes larmes, en fait. Ouais, peut-être. Sur le coup, je pense que le terme emprise, effectivement, est mal choisi parce que c'est pas le cas. Mais par contre, il y avait cette volonté de vouloir être forte et de tenir pour lui parce que je le voyais, il en avait besoin. Et lui-même étant fort et ne se laissant pas abattre, je voulais pas le décevoir, en tout cas là-dessus. Et ça a eu des répercussions parce que, une fois sa rémission, donc c'est super, il nous annonce sa rémission, c'est fantastique. En fait, j'ai craqué ensuite, tu vois, parce que les émotions doivent sortir du corps. Et c'est là où pour la première fois, j'ai été voir une psy d'ailleurs. Je suis allée la voir et je lui ai dit, je crois que ça va pas du tout, et que j'arrive plus du tout à gérer le taf, mes émotions. Vraiment, c'était trop, tu vois.
Donc il a réussi à s'en remettre. C'est Ouais. une bonne nouvelle. Comment vous êtes sentis à ce C'est moment-là fantastique. Je suis ultra fière de lui et on passe un été magique. Ça va être nos dernières vacances, mais Dieu merci, ça a été des vacances magnifiques. On est parti à Pralognan, en Savoie, et on a fait une semaine de rando et c'était génial et il était hyper impressionnant parce que tu vois, il faisait des performances sportives, etc. Et puis en septembre, je déjeune avec ma mère et ma mère m'annonce que mon père, le cancer est revenu. Et là, je me rappelle exploser en sanglots parce que je le sais en fait que là, c'est la fin, tu vois. Alors pour des cancers différents et lorsqu'on est plus jeune, ça sonne vraiment, c'est pas du tout une vérité absolue. Je sais qu'il y a des femmes qui ont plusieurs cancers du sein et qui s'en remettent fantastiquement bien. Moi, là, mon père, il a 63 ans. C'est son 2e cancer des cordes vocales et moi, je sais que c'est la fin, quoi. C'est hyper dur parce que je me rappelle de voir mon père avec un regard triste pendant tout son traitement. Et quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que dès la première fois, il ne veut pas que je l'accompagne à ses rendez-vous médicaux, etc. Parce que moi, j'ai vachement proposé de m'impliquer, tu vois, d'aller avec lui durant ses chimios, etc. Et à chaque fois, il me dit qu'il veut gérer seul. Et donc, c'est des semaines où on ne va pas se voir, tu vois, pendant ces semaines de traitement. Il a envie de gérer ça, dans son cocon à la maison, un peu de se replier sur lui-même, quoi. Et j'ai ce même caractère de quand ça va pas, je préfère être seule et tout, donc je comprends tout à fait. Puis je pense que c'est une forme de pudeur aussi. Et donc, ça m'étonne pas lorsque, durant sa récidive, il me dit à nouveau qu'il veut pas que je l'accompagne au rendez-vous, etc. Mon père perd beaucoup de poids et c'est dur parce qu'à chaque fois que je le vois, je lui vois un regard mélancolique et triste. Et j'en parle d'ailleurs à ma psy à l'époque. Je lui dis, je le sens pas, tu vois. Et son regard avait changé par rapport à son premier cancer. Ouais, il y avait une vraie tristesse. Comme s'il était déjà un peu ailleurs. On passe un Noël, le dernier qu'on passe ensemble, qui est hyper triste parce que mon père est super maigre, mais quand même habillé de façon super chic et tout, mais c'est pas un bon souvenir parce que genre vraiment t'essayes de faire semblant à Noël, t'essayes de créer de la joie là où il y en a plus beaucoup, quoi. C'est pas des bons souvenirs. Et puis on est en février et je vais à une présentation presse, je me rappelle de Chantal Thomas. J'ai ce projet de podcast qui est devenu La Leçon. Et je me dis, ça me fait un contact, machin et tout. Je suis dans le métro et je reçois un appel. Numéro inconnu. Normalement, je réponds jamais. Et là, je te jure, j'ai un pressentiment que c'est quelque chose de grave. Je réponds. Et j'entends une voix à travers le téléphone qui hurle « Madame Grisoni, parlez à votre père. Il est à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort. Il refuse de se faire soigner. Et si il refuse les soins, il est mort dans 48 heures. » Et j'entends derrière lui, vraiment, mais c'est digne de l'apocalypse, j'entends un comme ça derrière lui, enfin c'est effrayant, tu vois. Surtout, moi, je comprends rien parce que mon père, jusque-là, on se voit toutes les semaines. Juste la dernière semaine, effectivement, je ne l'ai pas vu. Il m'a envoyé des messages, mais je ne l'ai pas vu cette semaine-là. Mais comme c'était assez fréquent qu'il se replie un peu sur lui-même après un traitement, etc., moi, je me suis pas plus inquiétée que ça, tu vois. Là, tu apprends d'un coup qu'il était à l'hôpital et qu'il était hospitalisé. Ouais, et surtout qu'il lui reste 48 heures à vivre et qu'il refuse les traitements. Et je me rappelle sortir en bondissant du métro et en hurlant papa, je t'en supplie, accepte les soins, fais-le pour nous, j'arrive. C'est horrible. Et je me réfugie, je suis à Passy, je me réfugie dans une petite rue adjacente. Je raccroche avec cette dame-là et j'appelle un Uber pour me conduire tout de suite à l'hôpital, tu vois. Il pleut à torrent et il y a une connasse de gardienne qui ouvre la porte de l'immeuble. Oui, vous avez pas le droit de vous asseoir ici, machin. Elle me voit en larmes, atterrée. Je suis là, je suis désolée, mon père est à l'hôpital et tout, ça va pas. Et au lieu de me dire mais comment ça se fait, ou je suis vraiment désolée mademoiselle, bien sûr restez ici, juste une petite phrase un peu teintée d'empathie,
Elle commence à me déblatérer sa life en disant de toute façon à Paris on va tous mourir à cause de la pollution. Mon frère a eu un cancer de je sais plus quoi, mais il s'en est très bien remis. Et machin, et vous savez que j'ai quand même du diabète. Enfin, vraiment, elle me raconte ça, je suis en larmes, en hoquetant, tu vois. Et je me dis, mais c'est qui cette malade mentale? Donne-nous l'adresse. Mais sérieux, on va aller la taper à coups de balai. Mais vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. Genre, je suis à terre et on me fout un énorme coup dans le tibia pour me pousser dans le caniveau, quoi. Donc voilà, j'entre dans le taxi, je cours jusqu'à l'hôpital, je suis seule, hein, parce que ma mère habite à Nantes, tu vois. Tu l'as prévenue à ce moment-là? Bien sûr, je l'appelle tout de suite, ma mère prend les clés de la voiture et elle part à Paris en voiture. Elle met 4 à 5 heures pour arriver. De mon côté, j'arrive à l'hôpital et on me dit d'aller au -3. Ah, je peux te dire que c'est une ambiance, hein. C'est, je crois, alors c'est pas Saint-Antoine, mais je me rappelle plus. Ouais, au -3. Et surtout, c'est mais terrifiant. On dirait un hôpital vraiment époque URSS. C'est là où tu te dis en France, je l'ai vu de mes yeux, qu'il n'y a plus aucun argent public pour les hôpitaux et que c'est mais profondément dramatique parce que j'arrive au -3 et vraiment il y a des tuyaux qui sortent des murs. C'est vraiment c'est terrifiant. On dirait un parking méga glauque. Et on me dit, donc je cours, je suis à bonjour, je m'appelle Pauline Grisoni, je cours, je cherchais mon père et on m'ouvre la porte de la salle de réanimation qui normalement est interdite au public. Mais là, c'est des circonstances où mon père peut-être va mourir d'ici quelques instants. Et je tombe sur une image, mais qui est effrayante, de mon père qui est sous sédation, donc qui est en train de dormir pour que son corps puisse se reposer. Et en fait, qui est dans une position qui n'est pas une position normale pour un être humain qui est assoupi. Tu vois, quelqu'un qui est anesthésié, en fait, c'est un corps qui est tout dur, tout droit, tu vois. Mon père est extrêmement amaigri à ce moment-là. Donc, je vois mon père dans une position cadavérique, corps extrêmement amaigri, avec des vêtements d'hôpitaux et vraiment ce choc-là. Oh, j'aurais toute ma vie, quoi. Je le vois, c'est terrifiant. Et en plus, pour moi, mon père, c'est vraiment la figure de l'autorité, celui qui tient la famille, celui que je regarde comme s'il faisait 2,50 m, tellement j'ai d'estime pour lui. Et de le voir dans une posture aussi vulnérable, c'est terrible. Et là, il y a le médecin qui me dit, si vous êtes la fille de monsieur Grisoni, je vous propose qu'on passe à côté, et il demande à l'une de ses collègues de venir avec lui. Et j'ai regardé Grey's Anatomy assez longtemps pour savoir que quand ils sont deux à t'annoncer quelque chose, c'est que c'est très mauvais signe. Donc on me fait m'asseoir et on me dit, en fait, toute la vérité. Que mon père ne s'est jamais présenté à l'hôpital durant son 2e cancer. Donc il a refusé les soins. Donc il m'a menti, en fait, tous ces mois où il disait, là, je vais faire ma chimio, etc. C'est faux. Donc ça, c'est première chose. Et deuxième chose, qu'il n'a plus de sécurité sociale depuis quelques mois déjà. Il devait faire le renouvellement, il l'a jamais fait. Et donc, en fait, chaque jour qui passe, bah, ça va être plus de 2 000 € de soins. Donc, la dette va s'accumuler, tu vois. Et surtout, on m'annonce que mon père en a pour entre 48 heures à 3 mois. Donc, on m'annonce ces 3 trucs à la fois. Moi, je suis en choc. Tu sais, je me relève, j'essaye de rester digne, quoi. Parce que franchement, dans ces cas-là, quand t'as rien, ce qui me sauve, c'est ma dignité et ma fierté de Corse. T'es Corse comme moi, tu vois très très bien ce que je veux dire. Très bien. Ma cousine Germaine arrive à ce moment-là. Donc elle a couru et tout, évidemment je pleure dans ses bras, on remonte en haut, je crois qu'on me donne une couverture de survie parce que en fait, bah j'ai des soubresauts de froid, quoi, de choc, tu vois. Et puis 2 de mes meilleurs amis... Toujours au 3e sous-sol de cet hôpital à ce moment-là. On remonte. Mais c'est d'un glauque, Chris, c'est d'un glauque. Tu le vois, mais après j'ai fait tous les hôpitaux de Paris avec mon père. La peinture sur les murs, elle est écaillée partout. Ouais, j'en ai fait quelques-uns. Je te confirme que l'hôpital est malade, ouais. C'est terrible. Donc ton père est sous sédation. Est-ce qu'à un moment donné, il se réveille? Il se réveille et trop mignon. La première chose qu'il demande, c'est à me voir. Et en fait, il m'explique avec une voix comme ça, tu vois. Mais il m'explique qu'en fait, lui, il n'a absolument pas refusé de se faire soigner. Il n'a pas réussi à se faire comprendre, mais il essayait de m'appeler.
Et en fait, la seule chose qu'il ait dite à l'époque, c'est Pauline, Pauline, Pauline. Ça me touche énormément et tu sais, tu te sens vachement aimé quand la personne, dans un moment où elle est la plus démunie, pense à toi, tu vois. Quand tu dis qu'il a jamais refusé de se faire soigner, c'est que... Au moment où les pompiers venaient le chercher. Ah, d'accord. Mais il n'a pas nié le fait qu'il n'a pas suivi le protocole. Ouais. Ma mère arrive quelques heures après, donc je vais déjeuner avec mes copines dans un resto. J'ai 2 de mes meilleures amies qui viennent et ma cousine. Ça, c'est hyper important parce que je suis restée 2 heures seule, tu vois, et c'est très dur d'être seule. Et c'est là où je ne veux faire culpabiliser personne, mais moi, je sais que j'aurais, si je peux, plusieurs enfants, parce que de subir ça toute seule, c'est vraiment dur. Encore faut-il qu'ils s'entendent bien et qu'ils soient là. Évidemment. Sur l'échelle de valeurs, il y a avoir des frères et sœurs, être fille unique et avoir des frères et sœurs avec qui ça se passe mal. On est d'accord. On est bien d'accord et je sais que c'est le cas aussi. Et bon, je me le souhaite pas, mais ça, parfois, c'est indépendant de sa volonté. Parenthèse fermée. Ma mère arrive et là, mon père se réveille à ce moment-là et donc il nous dit vraiment qu'il est désolé, qu'il savait pas comment nous l'annoncer. Et que il avait décidé en sachant que il allait partir, qu'il avait refusé de se faire soigner et bon, ça allait un peu avec le personnage, tu vois, par ailleurs. Et sur le coup, vraiment, c'est plus ce qui nous importe. Nous, on veut juste lui dire qu'on l'aime, qu'on est là pour lui, on se tient la main. C'est un moment qui est très tendre et très délicat. Et les médecins sont adorables parce qu'ils nous laissent rentrer dans cette fameuse salle de réa, alors que normalement c'est interdit au public pour des raisons d'infection, etc. Mais là, ils savent que vu les circonstances, on ne sait pas s'il va dépasser les 48 heures. Là, on est plus à sa près, quoi. Tu étais seul dans cette pièce? Non, il y avait plein de gens autour. Ouais. Burke, c'est vraiment des images. J'ai eu un stress post-traumatique des années après où dès que je rentrais dans un hôpital, j'étais secouée de sanglots parce qu'en fait, ton corps se rappelle. Donc voilà, on l'amène dans une chambre et donc là, il arrête pas de dire qu'il est désolé et de nous remercier. On se prend la main et c'est hyper tendre. Et dans mes souvenirs, on lui fait une trachéotomie. À ce moment-là, c'est franchement impressionnant. C'est horrible maintenant, dès que les gens font des vannes sur la trachéotomie, vraiment j'adore rire de tout, mais j'arrive pas à rire de ça, tu sais. Donc il parle en se bouchant le trou de sa gorge et en faisant un afflux d'air, ce qui fait une voix très très particulière, et on lui a tendu un carnet pour qu'il puisse écrire par ailleurs. Et en fait, c'est fou parce que, je sais pas si j'en avais parlé dans l'épisode précédent ou pas, mais les derniers mois de sa maladie, donc durant son second concert, on n'arrivait plus trop à le comprendre, sa voix était devenue trop teintée. Et en fait, le truc hyper touchant, c'est que moi, je comprenais tout ce qu'il disait et je faisais la traduction dans les restaurants, etc., tu vois, en permanence avec les gens. Et maintenant, j'ai cette faculté à comprendre les gens qui s'expriment vraiment très mal à cause de la vieillesse, etc., parce que j'étais la confidente de mon père, tu vois. Et donc, à l'hôpital, je traduisais pour les infirmières ce qu'il racontait. Donc voilà. Et à partir de là, ça va durer 3 mois. Moi, je vais le voir tous les soirs après le boulot. 3 mois d'hospitalisation. Jusqu'à son décès. Et ma mère vient tous les week-ends. Ma mère, elle est extraordinaire là-dedans aussi, parce que vu ce qui s'est passé avant ça... c'est évidemment la première chose qui me vient à l'esprit quand je vois le rôle de ta maman dans ces derniers instants. Tu te rends compte? Quand tu vois ce qu'elle a subi tout au long de sa vie, d'être encore là, c'est vraiment... ça c'est dingue. Ça va me faire pleurer. C'est tout à son honneur, quoi. Ah ouais, elle est incroyable et juste le cœur sur la main, et elle place avant tout ce qui lui semble être bien et juste avant sa propre rancœur, et dans ce cas précis, je trouve qu'elle a raison. Tout n'est pas pardonnable et je suis pas du tout pour ces phrases bateaux qui m'insupportent de « mais pardonne-lui pour te pardonner toi-même ». Non, en fait, pardon, mais parfois on n'a pas envie, mais c'est ok, tu vois. Mais par contre, dans ce cas précis, elle s'est aussi rendue ce service d'avoir une fin qui soit jolie pour lui et pour elle, tu vois. Parce que maman a été l'amour de la vie de papa, qu'importe ce qu'il a fait par ailleurs, ça a été son grand amour, et ils ont pu être là l'un pour l'autre à la fin. Donc elle venait tous les week-ends, et pendant que moi je suis à l'hôpital, donc ce premier jour,
mon père lui dit qu'il a plus de sécurité sociale et que apparemment, il y a eu un petit souci entre l'ambulance, etc., qu'il a perdu ses affaires, ses clés, etc. Et il lui dit tout de suite, Soisic, file à l'appartement, il faut absolument récupérer mes papiers pour me faire une sécurité sociale. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment, c'est une course contre la montre parce que chaque jour, le ticket de caisse se rallonge terriblement, tu vois. Sauf que comme il a pas les clés, ma mère est obligée de passer par la voisine, par son balcon et de casser une vitre. Ma mère, c'est MacGyver. Et elle rentre et là, elle s'effondre en larmes, la pauvre, parce qu'elle découvre un appartement qui est dans un état terrible. Et en fait, tout devient compréhensible. Pourquoi toutes ces années, il a refusé qu'on vienne à l'appartement? C'était pas parce qu'il avait une seconde famille, mais plutôt parce qu'il avait une sorte de syndrome de Diogène, c'est-à-dire une accumulation caractéristique de ce syndrome où on se laisse complètement aller, soi-même et son appartement et son intérieur devient une réflexion de ce que l'on est mentalement. Et quand j'arrive à l'appart, je vais te décrire ce que je vois. Donc, cet appartement, c'est celui dans lequel je suis à l'heure actuelle. Dans lequel nous sommes là aussi. Ouais, on enregistre. Alors, j'ai dû réécouter l'épisode que j'avais fait pour Transfert pour me souvenir parce que j'avoue que j'ai un peu un blackout de ça. Mais quand j'ouvre la porte, apparemment, je sens une odeur de tabac qui me prend au nez. Donc, mon père a fumé comme un pompier à l'intérieur. Et c'est la première chose qui me marque, c'est l'odeur. Et puis ensuite, j'ouvre et dans l'entrée que tu vois là, il y a plein de sacs poubelles, etc., d'amoncellement. Et sur le coup, je me dis que ma mère a dû commencer à faire du tri. Et en fait, elle m'expliquera par la suite que pas du tout. C'est la réalité de l'appartement de mon père en règle générale. Et dans le salon, le canapé sur lequel j'ai fait mes premiers pas, où je cachais sous le matelas en mousse, je cachais plein de petits jouets. Comme ça, je les oubliais. J'étais trop contente de les retrouver un mois ou deux après. Ce canapé-là, il y a tellement de livres qu'on peut plus s'asseoir dessus. Par terre, il y a des assiettes avec des couverts, des bouts de nourriture. Il y a juste un petit chemin qui mène jusqu'à la table du salon. D'espace disponible parce qu'il y a des vêtements dans tous les sens, etc. Et sur cette table, il y a une montagne de lettres, de courriers, pour la majorité qui n'a pas été ouverte. Nous sommes en 2015. Les plus anciens courriers qu'on a retrouvés qui n'ont pas été ouverts datent de 2004. Ah ouais. Et c'est des lettres d'huissier, des lettres de factures impayées, etc., etc. Et en fait, on comprend que mon père non seulement n'a plus de sécurité sociale, mais surtout, il a des dettes depuis des années. En fait, ça devient terrifiant, tu vois, parce qu'on se dit que la course contre la montre, elle est de tous les côtés. Et à partir de ce moment-là, on va se diviser en 2 teams. Ma mère va gérer tout l'administratif, donc ouvrir les papiers, répondre, essayer de payer comme elle peut. On fait un truc, on n'a pas le droit de le faire, mais on utilise la carte de crédit de mon père pour payer, etc. La carte qu'il nous donne lui-même, mais normalement, quand t'es à l'hôpital, t'as plus le droit de l'utiliser. Et moi, tous les soirs, après le taf, je vais le voir à l'hôpital. Et donc, petit à petit, il passe d'hôpital en hôpital, c'est de plus en plus loin et c'est épuisant émotionnellement comme vie pendant 3 mois. Et je me rappelle d'un jour, on est à l'hôpital et il nous dit, putain, mes grands-parents avaient un appart à Biarritz. Ils étaient décédés depuis des années à ce moment-là. Et mon père avait gardé les 2 urnes dans le salon. Non, pas dans le salon, dans la salle à manger. Moi, j'y allais plus dans cette salle à manger parce que je trouvais ça glauque à mort, tu vois. Et mon père me dit, non seulement faut vendre l'appart avant qu'il décède pour pouvoir faire l'héritage entre mon frère et moi et payer, je crois, moins d'impôts parce que si on le vend de son vivant, etc. Mais en plus de ça, il dit, est-ce que tu peux aller répandre les cendres de grand-père et grand-mère? Je regarde, je fais, c'est une blague, papa? Non, mais là, faut peut-être pas pousser le bouchon, tu vois. Et vraiment, je me rappelle rigoler nerveusement en mode, non, mais toujours plus le frérot, quoi. Et vraiment, on en rigole. Et même lui, il rigole en mode, je suis désolée, quoi. Ah, mais c'est une histoire, mais qui est, lunaire. Au sens propre du terme, d'ailleurs. Donc, sur la Lune. Ok, très bien. Ah, tu vas comprendre pourquoi sous la Lune. On part à Biarritz avec ma mère durant ces 3 mois-là.
pour vider l'appartement, etc. Et je me rappelle d'un moment qui m'a brisé le cœur. Je trie, je prends des vêtements de papa et je fais ça acheter. Et là, je m'effondre en sanglots parce que mon père n'est pas encore mort et je suis en train de gérer les choses déjà comme s'il était mort. Horrible. Donc on vide l'appartement, etc. Et vient ce fameux soir, je te jure qu'on repoussait l'échéance avec ma mère. On était là, oh la flemme, horrible et tout. Bah c'est la veille de notre départ. Là, on va devoir, tu vois, répandre les cendres. Et vraiment, on y va avec des pieds de plomb. Et ce soir-là, c'est la pleine lune. Détail important. Et on se dit, où est-ce qu'on va les répandre, tu vois. Et mon grand-père et ma grand-mère habitaient dans une résidence avec un très grand parc et 2 très grands arbres sublimes sur lesquels donnait notre terrasse. Et vraiment, c'est la vue de toute mon enfance, tu vois. Et on se dit, en fait, c'est une vue qu'ils ont adorée. On va répandre leurs cendres sous cet arbre-là. Et je me rappelle, petit détail, tu vois, il y a les urnes. Moi, j'ai grand-père, maman a grand-mère. Et je dis à maman, est-ce que tu peux me passer grand-mère, s'il te plaît? Donc, on s'échange les urnes et tout. On descend, on ouvre la petite boîte, on répand et on va jeter, parce que c'est illégal ce qu'on fait. Oui, c'est illégal, ouais. On va jeter les boîtes dans 3 poubelles différentes pour pas qu'on nous retrouve et tout. Et on est soulagé, on a peur de se faire voir parce qu'en plus c'est la pleine lune, donc on se dit à tout moment on se fait griller, tu vois. Et le lendemain, au réveil, je prends mon café, j'arrive sur la terrasse et je vois l'arbre et il y a un rond blanc hyper précis en dessous. Et en fait, mais c'est cramé. Okay. Tu sais, nous, on s'était dit avec le vent et en plus, comme c'était quand même, mine de rien, en pleine nuit, je me rappelle que c'était un peu gris, mais je me suis dit que ça allait pas se voir. Et en fait, à la lueur du jour, ça se voit. Et je peux te dire, à cette époque-là, vraiment, t'es obligé d'avoir de l'humour noir pour tenir, tu vois. Sûr. J'ai une photo que je te montrerai où je me suis prise en selfie avec grand-mère. C'est horrible. C'est horrible. Mais bon, tu tiens comme tu peux, tu vois. Tu tiens comme tu peux. Donc voilà, on rentre. Et c'est horrible à dire, mais à chaque fois, tu sais, tu pars une semaine, mais tu te dis, mon Dieu, faites que papa tienne, quoi. Et papa, pendant cette période-là, pour le coup, il est vraiment adorable avec nous. Il se rend compte à quel point on est présente pour lui. Il y a un truc qui est super touchant. Je le vois écarquiller les yeux en mode, maintenant que je n'ai plus rien, que je suis démunie, tu vois, la fin de ma vie à l'appartement, et en fait, je suis aimée quand même. Et il y a cette révélation et que je trouve trop belle et qui m'importe beaucoup encore aujourd'hui, même si je critique mon père, etc. Mais juste d'avoir pu accompagner avec beaucoup d'amour mon père et de lui avoir, je sais pas, montré qu'on l'aimait plus que tout et que rien n'importait à part juste cet amour qui nous liait, quoi, tu vois. Je me rappelle lui acheter des fleurs un jour et genre, il était hyper étonné de recevoir des fleurs parce qu'un homme, à l'époque, ça recevait pas des fleurs et je voulais un peu le gâter, tu vois. Et il m'envoie une photo sur son portable où il a mis il a demandé à ce qu'on lui mette les fleurs face à son lit pour pouvoir les voir toute la journée. C'est trop touchant, tu vois. C'est des petits moments tout simples, mais qui sont trop touchants. Donc voilà, et je viens tous les soirs et il y a un moment où je sors un petit peu avec mes amis pour me détendre et je me fais une entorse, je pense, de fatigue. Et j'ai plus le droit de poser le pied à terre pendant une semaine. Et en fait, je me dis, mais c'est une semaine en moins avec mon père. Horrible. Et donc, pendant cette semaine-là, donc moi, je reste à l'appart et je ne vais pas le voir. Et il est transféré à Pantin. Et ça devient hyper compliqué parce que si je prends le métro, ensuite il y a genre 15 minutes de marche dans une zone industrielle grave glauque et tout. Donc je prends des taxis tous les soirs et je me rappelle d'un mec, je lui en voudrais toute ma vie, qui me voit débarquer, qui fait « Ah monsieur Grisoni a de la famille en fait. On pensait qu'il était seul vu que personne venait le voir. » Ouais. Extrêmement maladroit. C'est quoi, un infirmier, un gardien? Ouais. Et vraiment, les 3/4 du personnel médical a été merveilleux avec mon père et j'ai vraiment des souvenirs tellement humains durant cette période-là. Et vraiment, c'est le genre de période où t'es rempli d'amour. Je sais pas, il y a un truc en toi qui se débloque, où rien n'est important et tout ce qui reste, en fait, vraiment,
quand tu n'as plus rien, quand t'as le corps décharné. Parce que mon père, à ce moment-là, n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est un squelette. Il a plus que la peau sur les os. Tu vois, alors que c'était quelqu'un de très musclé et tout. De voir la douceur, la bienveillance, l'humour dont faisait preuve le personnel médical, qui égayait son quotidien, il le rendait bien, il était tout le temps à remercier tout le monde et tout. Ça, c'est des moments de vie qui sont tellement importants et qui donnent vraiment de la lumière dans ces moments durs, quoi. Question un peu triviale, mais est-ce que vous avez réussi à lui remettre sa sécurité sociale? Ouais, Dieu merci, on a réussi. Réglé, ouais, ça s'est réglé. Ça s'est réglé. On s'est fait arnaquer ensuite par le notaire juste après son décès. Donc ça, je te raconterai ça ensuite. Mais Dieu merci, il avait sa sécurité sociale et on s'est fait rembourser. Il y avait une facture de plus de 10 000 euros. Ouais. Donc ça nous aurait mis ultra dans la merde parce qu'en plus, tu sais, tu ne reçois pas l'argent de l'héritage tout de suite lorsqu'il y a de l'argent d'ailleurs, parce que certaines personnes ne laissent que des dettes. Lui a laissé une somme qui était conséquente puisque j'ai un appartement maintenant à Paris. Mais on aurait dû payer les 10 000 balles de notre poche et moi je ne l'avais pas. À l'époque, je gagnais 1 600 euros et ma mère était au RSA. Donc vraiment, on serait pas allé loin. Et à cette période-là, d'ailleurs, j'y pense, mais je reprends contact avec mon petit frère et je me rappelle l'amener 2 fois à l'hôpital et sa maman lui faisait croire que mon père allait s'en remettre. Et j'ai eu ce truc douloureux d'essayer de lui faire comprendre que il fallait qu'il dise au revoir à son papa, qui n'allait pas faire long feu. Je veux pas rentrer dans son intimité parce que ça le regarde, mais ça crève le cœur de voir un petit bibou de 15 ans dans une situation comme ça. Personne ne devrait vivre ça et... C'est certain. Et le pauvre. Voilà. Durant cette période-là, c'était vraiment très dur et très marquant parce que mon pauvre papa, son corps dégage une odeur qui est abominable d'infection et ça devient presque irrespirable d'entrer dans sa chambre. C'est une odeur qui me marquera toute ma vie. Et plusieurs fois, j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre sans qu'il comprenne. Alors, bon, il faisait pas très chaud, tu vois, mais oh là là, j'ai marché vite et tout. Et un jour, il m'a dit, oui, je sais que je sens très mauvais. Et ça devient, mais quasiment irrespirable. Et il y a une autre fois qui m'a traumatisée où le pot, c'était de la torture. Il pouvait plus boire et manger. Et il ne rêvait que d'avoir quelque chose en bouche, tu vois. Et un jour, il me demande un coca juste pour l'avoir en bouche et le recracher. De voir ça, c'est terrible. Ou une autre fois où j'ai dû nettoyer sa trachéotomie et j'ai nettoyé le pus et le sang. Et tu sais, tu ne veux pas montrer que ça te dégoûte ou que ça te fait de la peine parce que ce n'est pas toi qui le vis, c'est la personne en face. Et c'est tellement terrible ce qu'elle vit. Elle a tellement de courage et de force et de dignité pour ne même pas s'en plaindre parce qu'il ne s'en plaignait même pas, que tu peux pas te permettre, toi, de dire quoi que ce soit. Et j'ai 25 ans à l'époque, tu vois, et ces images, elles sont terribles. Quel était son état d'esprit à lui? Est-ce que, à un moment donné, quand tu vois que ton corps te lâche autant, t'as pas envie d'en finir plutôt que prévu? Je pense qu'il n'avait pas envie de partir, qu'il savait qu'il n'avait plus le choix. Et donc il avait à part à la toute fin où je sentais qu'il n'en pouvait plus, sinon il était tellement reconnaissant de l'amour qu'on lui donnait, de la douceur, du fait de l'entourer, de l'aider aussi financièrement, ma mère qui gérait ses papiers, etc., qu'il n'a jamais osé dire qu'il avait hâte de partir avec nous. Quand je te dis qu'il ne s'est jamais plaint, c'est qu'il ne s'est jamais plaint. Alors que la réalité, elle était effroyable. Finalement, c'est aussi 3 mois qui sont horribles nécessaires pour lui, mais c'est peut-être les 3 mois les plus sincères de toute sa vie. De ouf. Parce que il était totalement à nu, à découvert, il avait plus cette double vie, plus cette barrière, ses secrets. Et finalement, c'est peut-être aussi une sorte de plénitude mentale qu'il devait ressentir à ce moment-là. T'as raison, finalement, quand j'y pense et avec ton prisme, je me dis que c'est vrai, il y avait un sort de lâcher prise, de maintenant, elles savent toute la vérité, puisqu'on a vu son intérieur
On a compris. D'ailleurs, j'en parle à mon père et je lui dis, mais pourquoi tu nous as pas dit? Il m'a dit, c'est comme ça, je pouvais pas faire autrement. Il y a ce truc où vraiment maintenant on sait tout et je pense qu'effectivement ça le rassure énormément que même en sachant tout et même en sachant l'envers du décor, on l'aime encore. Parce que dans le fond, il masquait énormément de choses par peur de ne plus être aimé par nous. Et tout d'un coup, il voit qu'on l'aime encore et effectivement, il y a ça et il y a aussi ce truc de ces 3 mois, ils sont nécessaires pour nous pour le laisser partir, accepter la situation, se dire qu'on s'aime énormément. Et donc, je pense que lui comme moi, on avait, comme ma mère aussi, on avait tous besoin de ça. Et je pense qu'il aurait presque aimé plus de temps. Et aussi, tu vois, moi, ça m'a donné cette conviction et cette sérénité de me dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, la boucle était bouclée et qu'on n'aurait jamais pu aller au-delà de notre lien, mon père et moi. Alors j'ai un grand regret, c'est qu'il sera pas là à mon mariage, il verra pas mes petits-enfants, ça c'est triste, objectivement. Mais sinon, à part ça, j'ai un sentiment de me dire la boucle est bouclée. Il n'aurait jamais pu m'apporter plus. Voilà, ça devait se passer comme ça et au moins, il a su très fort qu'il était aimé. Il a pu nous le dire aussi. Enfin, il y a eu ce truc-là qui s'est installé et qui était, effectivement nécessaire. C'était en quelle année? J'avais 25 ans. C'était il y a 10 ans. Non. Attends. Nous sommes en 2025. Oui, mais moi j'ai 33 ans. Me rajoute pas des années. La honte, attends. Je sais plus. On va mettre ça sur le compte de l'émotion, ok les gars, parce que 33 moins 25, c'était il y a 8 ans. T'as vu, ça me touche encore beaucoup. Sûr, hein. Ça te touchera encore longtemps. Ouais, c'est sûr. Et par ailleurs, en fait, c'est quand je rentre dans les images graphiques qui m'ont tellement choquée, parce qu'il y a des images qui sont vraiment très très choquantes, quoi, tu vois. Mais si j'en parle, oui, mon père est décédé, pour moi, c'est ultra digéré, quoi. Tu sens encore sa présence aujourd'hui? Non, je te raconterai pourquoi, mais apparemment, il est plus là depuis longtemps avec moi. Je vous raconterai à la fin de cet épisode, mais j'ai vu une médium cette année pour la première fois qui m'a dit qu'il n'était pas là. Donc... non, je sens pas sa présence. Qu'il pourrait être là potentiellement, mais qu'il a pas envie d'être là. Moi, je pensais que je voyais des signes et que c'était lui. Ouais. En fait, c'était pas du tout lui. Donc bon, écoute, chacun son chemin. Donc voilà, les mois. Peut-être un jour. 8 ans, finalement, c'est beaucoup. Et apparemment, beaucoup. dans longtemps. Mais je te raconterai ça à la fin de l'épisode. D'ailleurs, quelle heure est-il? Oh putain, tu dois partir dans 10 minutes. Oh la catastrophe. Là, on est obligé de continuer. Je te raconte la fin de vie. Vas-y. Donc voilà, les mois passent, etc. Et puis un jour, maman arrive et m'annonce très doucement son décès. Et c'est un joli moment d'ailleurs parce que on a eu cette expérience en commun l'une et l'autre sans se le dire. Mais le lendemain, moi, j'étais dans une sorte de plénitude, comme si je n'étais pas seule et comme si toutes les personnes décédées de ma famille étaient derrière moi pour m'accompagner. Je me suis sentie dans un état d'apaisement presque surhumain. Et ma mère a ressenti la même chose. Et on se l'est dit quelques semaines, mois après. Donc il y a un truc un peu surnaturel, tu vois, là-dessus. Et on fait l'enterrement, et l'enterrement, ça a été vraiment pas un joli moment pour moi parce que on est que deux. Le prêtre en a rien à taper. Il prend son petit chèque et c'est tout. Et je lui demande, mais moi je sais pas comment faire une messe, etc. Il nous dit, regardez sur Internet. Et il nous regarde vraiment de haut parce que on va pas à la messe régulièrement. Et en plus de ça, je voudrais insérer dans la messe une chanson dite païenne, une chanson que j'ai chantée à l'hôpital, tirée de La La Land, donc très païen, tu vois. Mais une jolie chanson que je vais chanter à l'hôpital et je voudrais la mettre à la fin parce que c'est important pour nous, tu vois. Et vraiment, tu sens que le prêtre est excédé.
Et donc je me retrouve la veille au soir à 22h30 à faire le livret de messe solo. J'ai une amie adorable qui m'envoie des photos d'un livret de messe de quelqu'un de sa famille. Donc j'essaie de recopier. C'est sale, c'est moche, quoi, tu vois. Et surtout, encore une fois, mais tu te sens tellement seule, quoi. C'est vraiment le genre de moment où tu te sens tellement seule. Vous étiez deux On dans n'était que l'église? deux. Non. Ma famille est venue, quelques-uns de ses amis. Voilà, on n'était pas beaucoup, mais il y avait du monde. Mais même dans ma famille, personne ne m'a aidé, quoi. Ma cousine a très gentiment reçu chez elle dans son appartement, mais c'est la seule qui a aidé, tu vois, quand on dit les gens qui ont la chance d'avoir une famille qui va cuisiner, machin et tout. Nous, il n'y a rien eu. Et ça, c'est une grande colère que j'ai en moi, c'est personne ne nous a aidés, tu vois. Et ça... Où a eu lieu l'enterrement? Notre-Dame de Lorette. À côté... Enfin, le quartier à côté du mien, quoi. En tout cas à Paris, pas à Nantes, c'est ça, c'était ma question. Ouais, bien sûr, à Paris. Avec quelques-uns de ses amis. D'ailleurs, un ami que j'avais jamais vu qui fait une blague parce que mon père est mort le 1er avril. J'ai envie de dire, frérot, sur le parvis de l'église, c'est trop tôt, là. C'est un peu trop tôt. Ouais, sacré fifi et tout. Horrible. J'étais en mode, ok. Waouh. Ravie de vous rencontrer. Donc voilà, son décès. Et puis ensuite, commence le fait de gérer à la fois les dettes, le capital, etc. Une galère monstre et on tombe sur un notaire qui va nous arnaquer. Ça y est, Chris est parti, cet enregistrement, il est vraiment chaotique, mais j'étais vraiment rassurée qu'il soit là avec moi et qu'on puisse en discuter à deux parce que c'est un sujet qui, vous l'avez entendu, est hyper compliqué pour moi. Et j'ai tellement pas l'habitude de parler solo face à un micro que je savais pas si j'arriverais à raconter cette histoire sans quelqu'un en face de moi. Donc encore une fois, merci beaucoup Chris. Et la suite et fin de cette histoire, c'est donc ce fameux notaire que l'on rencontre dans la ville où papa est décédé. On lui donne tous les papiers, etc. Ma mère, elle a taffé des semaines pour constituer un dossier ultra carré, etc. Et on attend qu'il nous réponde et qu'on mette la procédure en marche, quoi. Sachant que les impôts viennent au bout de 6 mois après le décès. Donc, vous voyez, faut tout organiser avant les 6 mois pour pouvoir payer les impôts de l'héritage. Et puis, on relance, et sa collaboratrice n'a jamais fait le taf. C'est-à-dire que le délai des 6 mois a été dépassé et qu'on a dû payer une somme importante puisqu'on n'avait pas pu mettre en place l'héritage en attendant. Je suis encore choquée de cette histoire-là parce qu'on allait le voir 2 fois, on a gueulé, on a tout tenté. Rien n'a été mis en place en temps et en heure et je me dis que c'est lunaire ce genre de profession parce que ils ont la vie des gens mine de rien entre leurs mains dans des moments vraiment douloureux où on a besoin d'être épaulé. Et on s'est fait avoir par ce mec-là qui ne nous a évidemment pas payé la somme qu'on a dû reverser à l'État. Évidemment, il nous a rien remboursé. Dieu merci, on est tombé sur quelqu'un de super ensuite. Mais ça a ajouté du stress à une période qui était déjà pas évidente. Je me rappelle gueuler au téléphone avec lui dans le couloir de mon ancien job. C'était quand même des scènes vraiment mais lunaires pour une jeune femme de 25 ans, quoi. Et donc, voilà, la fin de cette histoire-là. Moi, j'ai hérité de cet appartement dans lequel je suis encore aujourd'hui. J'ai cette grande chance. Et je sais que c'est une chance malgré tout parce qu'il y a plein de gens dont les parents décèdent et qui n'ont pas de lieu ensuite où se sentir en sécurité. J'ai fait tout casser dans l'appartement et tout refaire parce que je voulais me l'approprier et ne pas sentir que je vive dans l'appart de mon père mais bien dans mon propre appartement. Que dire d'autre ? On en parlait tout à l'heure de est-ce que ton papa vient de visiter parfois. Figurez-vous que cette année, je me suis sentie prête après, à l'époque 7 ans et demi, à contacter une médium qui parle avec les morts. J'avais vraiment envie de parler avec mon papa, savoir s'il était bien, s'il avait suivi les grands événements de ma vie qui ont
voilà, qui ont eu lieu depuis. Vous voyez, par exemple, mon livre. Moi, c'était une grande fierté de pouvoir mettre son nom sur quelque chose d'officiel, de pouvoir transmettre ce nom qui lui tenait tant. Et elle m'a dit des horreurs. Elle a décrit son état physique qui ressemblait à celui de son état lorsqu'il était à l'hôpital. Mon père apparemment refusait de me parler. Il se retournait. On y croit, on n'y croit pas, hein, mais sur le coup, ça m'a bouleversée. Mais je crois en quelque sorte, ça m'a aussi aidée parce que avant ça, je vivais beaucoup pour perpétuer sa mémoire. Et donc, je ne vivais pas entièrement pour moi, mais bien pour rendre encore une fois mon père fier. Même dans l'au-delà, j'ai encore cette pression à ne pas me sentir assez et devoir prouver, vous voyez. Et en fait, ça fait un déclic chez moi. Alors, j'ai pleuré pendant une semaine parce que j'avais l'impression de vivre un second deuil. Et puis ensuite, je me suis dit, en fait, maintenant, je vais plus être Pauline Grisoni, mais je vais juste être Pauline. Et je vais vivre pour moi. Et je dois plus rien à personne. Et je pense que ça a été vraiment le début d'une transformation chez moi. Et si je vous raconte tout ça dans ces 3 épisodes-là, c'est vraiment parce que maintenant je me sens prête à tourner la page et à enfermer cette histoire dans une petite boîte, la ranger confortablement et passer à l'étape suivante. Voilà, je me sens en quelque sorte libre depuis peu. Et je suis contente de raconter tout ça parce que je sais que vous comprendrez vraiment 100% qui je suis après avoir écouté ces 3 épisodes. Vous comprendrez mieux parfois mes vulnérabilités, mes imperfections. Une chose est sûre, c'est que je fais réellement de mon mieux, que je suis une battante et que, voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux avec les armes que j'ai eues enfant. Et voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai pas été trop chiante et trop soporifique à certains moments parce que c'est pas évident. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode d'un 2e podcast qui aura lieu sur la leçon, plus personnel, où j'hésite un peu sur ce mot-là. Bref, je vous parlerai chaque semaine d'une réflexion que j'ai sur le développement personnel, etc. J'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure de la leçon. La leçon ne s'arrête pas, hein. Attention, il y aura juste 2 épisodes par semaine au lieu d'un. Et le 2e, ce sera vous et moi qui papoterons sur un sujet en particulier qui me tient à cœur. Et donc évidemment, avant de commencer ce nouveau chapitre, il fallait que je clôt celui-ci et que je vous raconte la vérité sur mon papa. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, de vos proches aussi. Arrêtez de fumer si vous pouvez. Pour lui c'est trop tard, mais pour vous, ça ne l'est pas encore. Et puis à très vite.